En 1943, Robert Le Vigan adhère au Parti populaire français, le fameux PPF, qui était dirigé par Jacques Doriot, fasciste à la française. Bon, ce n'était certainement pas une très bonne idée, parce qu'à la Libération, il va devoir rendre compte notamment de ce genre d'agissement. Robert Le Vigan était le meilleur ami de Céline, et c'est d'ailleurs Céline qui l'a encouragé à adhérer au PPF, mais Céline, beaucoup plus prudent lui-même, n'a jamais adhéré au PPF. Robert Le Vigan était un homme très influençable, et Le Vigan était quelqu'un qui était tellement exacerbé, avec une sensibilité très forte, et sans doute son amitié avec Céline a certainement joué énormément sur les choix qu'il a fait, et notamment pour cette adhésion catastrophique au PPF. Et dans la foulée, il se met à travailler pour Radio Paris. Vous connaissez, si vous regardez souvent des documentaires sur l'occupation en France, Radio Paris était une radio à la botte de l'occupant, et Radio Londres avait un slogan qui tournait en boucle, et c'était une chanson qui disait « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Et Robert Le Vigan a travaillé en tant que comédien et imitateur, parce qu'il savait faire des imitations, et il interprétait des textes qui n'étaient pas du tout écrits par lui, qui se moquaient des Américains, du général de Gaulle, bref. Et c'est à cause justement, essentiellement, de cette collaboration radiophonique qu'il va avoir beaucoup d'ennuis. La fin de la guerre arrive en 1945, et là, c'est la débandade totale du côté des collaborateurs. Céline s'enfuit, alors après c'est une autre histoire, et Robert Le Vigan, lui aussi, va quitter Paris parce qu'on est en pleine épuration, et là, comme je vous disais au début de cette émission, ce sont les justiciers de la 25e heure. Je crois que l'épuration a été une période vraiment la plus ignoble qu'il y ait eu en France au XXe siècle. Alors il ne s'agit pas d'excuser bien sûr les crimes commis par l'occupant et par les collaborateurs, mais la justice des vainqueurs a été, dans les premiers mois, plutôt expéditive. Heureusement, les choses se sont calmées après, et donc Robert Le Vigan quitte la France et se retrouve avec Céline à Sigmaringen, dans ce fameux château en Allemagne, où a eu lieu une espèce de gouvernement fantoche de la France. On y trouvait le maréchal Pétain, Fernand de Brinon, Louis-Ferdinand Céline, une distribution fabuleuse. Et Le Vigan se retrouve à Sigmaringen. Alors si vous voulez vraiment avoir un témoignage remarquable sur l'histoire de Sigmaringen, il faut lire le roman de Céline, D'un château l'autre, où vous verrez notamment un personnage qui s'appelle Lavigue, c'est comme ça que Céline surnommait Robert Le Vigan. Sigmaringen, ça ne dure pas très longtemps. Céline, lui, part au Danemark. Quant à Robert Le Vigan, il quitte Sigmaringen, mais il va se faire arrêter. Il va être mis en prison et il sera jugé en 1946. Pendant le procès de Robert Le Vigan, beaucoup de comédiens, de réalisateurs viennent à son secours, notamment Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Julien Duvivier, en disant que bon, il n'avait pas toujours toute sa tête, que c'était un exalté, qu'il n'était pas toujours responsable de ses actions. On a fait faire un rapport psychiatrique sur l'état mental de Robert Le Vigan, mais il a échappé au pire, sans doute parce que son procès est arrivé en 46, parce que son procès aurait eu lieu en 45, il l'aurait fusillé direct. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés, indignité nationale jusqu'à la fin de sa vie, et confiscation de tous ses biens. On le remet en prison, en sachant qu'il a déjà été incarcéré pendant plus d'1 an avant son procès, et il sera libéré sous condition à la fin de 1948. Il sera hébergé par plusieurs amis, mais il sent que sa vie est en danger s'il reste à Paris, et il décide de s'exiler en Espagne. Arrivé en Espagne, il va tourner 1 ou 2 films, notamment un film à Ibiza, qui s'appelle La Ley del Mar, la loi de la mer, mais il retrouve là aussi un ostracisme des gens de cinéma, et beaucoup de Français arrivent en Espagne, et il décide de quitter l'Espagne, et il s'exile en Argentine, où en Argentine, bien sûr, beaucoup
d'Allemands, de collaborateurs se sont retrouvés. Et il va s'établir à Tandil, qui est une ville au sud de Buenos Aires. Je vous le fais avec l'accent. Et il y retrouvera d'ailleurs une épouse. Et je vous propose de regarder, je vais garder le meilleur pour la fin, un document. J'ai eu beaucoup de peine parce que ce document, je l'avais vu il y a longtemps à la télévision, mais il est très difficile à trouver. J'ai retrouvé plusieurs pièces que j'ai rassemblées, j'ai retravaillé l'image et le son pour que ça soit audible, mais vous allez voir, c'est un bon travail. Ce document a été tourné quelques ans avant sa mort, et c'est quelque chose de très émouvant. Vous allez voir sa façon de parler, notamment de sa propre mort. Mais à mon sens, Robert Le Vigan a été un peu un bouc émissaire, parce que même s'il a travaillé à Radio Paris, et Radio Paris quand même, c'était la radio la plus écoutée pendant l'occupation. C'était France Inter sur l'occupation. Vous savez, comme l'écrivait Henri Amouroux, qui a écrit beaucoup de livres sur l'occupation, un de ses volumes s'appelle « 40 millions de pétainistes ». Pendant la guerre, les Français n'étaient majoritairement pas des résistants. Ils étaient tous derrière l'ombre du maréchal et ils étaient pétainistes. Et donc Radio Paris était la radio la plus écoutée. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas du tout d'excuser des diatribes antisémites qu'aurait pu dire Robert Le Vigan, qui n'écrivait pas les textes, mais qui les disait. Mais je pense qu'on lui a fait endurer beaucoup de choses qui étaient très au-delà de la peine qu'il méritait, sans doute. C'est un réprouvé, et s'il n'avait pas eu ce destin, mais ce fut le sien, il aurait tourné encore tellement de films, et quel acteur extraordinaire. Je pense que dans les extraits que vous venez de voir, et c'est pour ça que je les ai sélectionnés, on y voit le génie de Robert Le Vigan. Je ne vais jamais au cinéma. Non, je ne peux pas. Parce que ça me fait souffrir. Je me rappelle ce que je fus, et j'ai toujours, depuis que je suis allé en prison, je me suis évertué à ne me souvenir de rien, à faire une scission totale. En ce moment, vous me houspillez pour retrouver des souvenirs, et je fais un travail mental extraordinaire pour retrouver des bribes de mémoire. Lorsque les troupes alliées approchaient de Sigmaringen, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait foutre le camp. Nous sommes descendus vers la Suisse. Et j'ai été arrêté à Feldkirch avec Robatet, avec pas mal de camarades. Nous avons été jugés à Paris au bout d'un an et demi de prison de Fresnes. Lorsque je suis sorti de prison, je me suis trouvé dans des conditions d'une mort civile totale. J'étais rayé de l'Union des artistes. Je ne pouvais pas travailler. J'ai essayé de faire n'importe quoi, laver les voitures, faire balayer. Impossible. On me disait « Oh, Le Vigan, c'est vous. Oh, mais on vous reconnaît. Oh non, j'aurais des ennuis. » J'ai décidé de partir. J'ai traversé les Pyrénées. Je suis arrivé en Espagne. J'ai été encristé, là, encore une fois. J'ai rencontré là d'excellents amis français qui m'ont aidé à survivre. Et finalement, c'est Duvivier qui m'a fait obtenir la carte de travail par le général Franco, qu'il avait connu à l'occasion du film La Bandera. Et tout de suite, le général Franco m'a donné la carte de travail. J'ai pu faire 2 films là. Bon, mais je voyais les Français arriver. Alors, dans peu de temps, ils vont me faire une telle propagande que je vais être obligé de foutre le camp. Foutons dans le camp encore un coup. Et je suis arrivé en Argentine, ici, avec un livre de Saint-Marco que les camarades réfugiés ont pu obtenir. Et là, j'ai rencontré dans le monde cinégraphique un ostracisme semblable à celui que j'aurais rencontré en France. J'ai accepté 2 films, mais j'ai été saboté chaque fois. Il ne te fatigue pas? Non, non, chérie. Je me promène comme d'habitude, tu sais, un petit quart d'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vis ici d'une petite rente de la commissaire La Camrache, la caisse des artistes et du spectacle. Peu de choses, 160 francs par mois.
ce qui fait à peu près 10 000 pesos maintenant. Et je suis aidé par quelques amis de Buenos Aires aussi. Je vis très petitement, mais je vis. C'est comme ça la petite histoire, hein. C'est tout petit, c'est tout petit. 20 ans après, ça paraît stupide. Alors, quoi faire? Lire, méditer, se promener, penser un peu peut-être à l'au-delà aussi. Enfin, attendre la mort. Elle vient. Elle vient. C'est une bonne chose.